On manque de logements en France. Ça, maintenant, je crois que tout le monde est d'accord pour le dire. On manque de logements et on manque particulièrement de logements sociaux en France. Vous allez voir certains chiffres, c'est totalement impressionnant. Mais pour combler ça, pour régler la solution, eh bien, il y a un institut qui a eu une idée qui me semble pas mal, même si elle a encore des imperfections, même si on peut y trouver des imperfections. Eh bien, cet institut, qui est l'Institut Sapiens, a eu une idée qui est pas mauvaise du tout et qui vous permettrait peut-être à tous, à vous tous, d'avoir votre logement social. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, on pourrait tous avoir un logement social avec l'idée qu'a eu l'Institut Sapiens et je remercie Sicario de m'avoir envoyé cet article qui est vraiment de bonne facture et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, moi, j'ai aussi mon idée à moi, en fait, hein, mais que j'ai déjà donné plusieurs fois, hein. Vous savez que mon idée à moi, c'est il faut foutre la paix aux gens et le marché va s'adapter tout seul. Il va s'adapter tout seul parce qu'il est fait pour ça. Donc, et le fait qu'aujourd'hui il ne s'adapte pas, le fait qu'il y ait des problèmes parce qu'on manque de logements et qu'on manque de logements sociaux, c'est principalement dû aux normes. Et d'ailleurs, c'est ce que disent de plus en plus les promoteurs, hein. Les promoteurs disent de plus en plus que, en fait, ils ne vendent pas, ils ont des problèmes XXL sur la promotion immobilière en ce moment, notamment parce que ils construisent beaucoup trop cher. Et ils vous construisent beaucoup trop cher, pas pour le plaisir, mais parce que le gouvernement les force à construire beaucoup trop cher avec l'ensemble des normes écologiques, notamment. Il n'y a pas que les normes écologiques, mais l'ensemble des normes écologiques notamment, qui font, et plus le zéro artificialisation des sols, plus les mairies, plus, bon, peu importe, qui font que on est sur des prix de l'immobilier qui sont beaucoup trop élevés, ce qui fait qu'en bout de chaîne, le locataire de logement social, bah, ça devient difficile de lui trouver un logement. Donc, mon idée à moi, ce serait de stopper toutes ces normes et de foutre la paix au marché qui s'adapterait tout seul. C'est un peu la méthode qu'est en train d'utiliser Milei en Argentine. On va bientôt avoir la preuve que c'est la bonne méthode. Mais je comprends que certaines personnes puissent encore en douter. Et là, on a un institut, Sapiens, donc, qui a eu une idée qui me semble, qui a un défaut majeur. Pour moi, un défaut majeur dont on parlera tout à l'heure, mais qui me semble quand même une idée nettement plus intéressante que toutes les billevesées que nous disent Attal, Macron ou Bruno Le Maire. Regardons ensemble. Le défi du logement social en France ne cesse de peser sur la conscience nationale, révélant une fracture entre l'offre et la demande. Et c'est pour ça, parce qu'il y a une fracture entre l'offre et la demande, que je veux que l'État La fracture, c'est l'État, hein. C'est les normes, c'est les choses comme ça. Et c'est pour ça que je veux que l'État se retire, moi. Malgré les chiffres impressionnants de près de 11 millions de personnes bénéficiant de logements sociaux. 11 millions, vous vous rendez compte? Je veux dire, c'est une personne sur 6, une personne sur 7. On est en train de devenir un pays pauvre, hein. Vous savez que j'ai vu que on était considéré, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus. On est considéré comme riche à partir de 3 000 euros, hein, de salaire, 3 500 euros, je crois, de salaire. Et on est considéré comme LC, donc bien, vivant bien, à partir de 2 700 euros. C'est-à-dire qu'à partir de 2 700 euros de salaire, le fisc, hein, pas la Direction générale des finances publiques, considère que vous faites partie de ceux qui vivent bien quand même. Je rappelle que le SMIC en Suisse est à 4 000 euros. 2 750 euros en France, vous faites partie de ceux qui vivent bien. On a vraiment un problème. On a vraiment un pays qui s'effondre lentement, hein. Enfin, lentement. Je ne sais pas si c'est encore lent, mais qui s'effondre. 10 millions, je vais revenir plutôt au sujet du logement social, mais 11 millions de personnes au logement social. Une personne sur 6 ou 7 en France.
ça me paraît difficile de dire que la France n'est pas en train de s'appauvrir à grande vitesse, hein. Un parc actuel de 4,8 millions de logements sociaux, la pénurie persiste. 11 millions de personnes ont besoin de logements sociaux, il y a 4,8 millions seulement de logements sociaux. Alors comme dans les 11 millions de personnes, il y a très probablement des enfants, c'est normal que ce ne soit pas exactement le même chiffre, mais voilà. Les données de l'Institut Sapiens révèlent un fossé béant, avec 2,6 millions de ménages en attente d'un toit abordable. Donc il y a 2,6 millions de ménages qui aimeraient quand même leur logement social. Cependant, le tableau est bien plus sombre lorsque l'on considère le rapport de la Fondation Abbé Pierre mettant en lumière les 4,2 millions de personnes vivant dans des conditions de mal logement. Alors encore une fois, moi le mal logement, j'aime pas du tout, hein, donc bon, voilà, l'article en parle, j'en parle, mais j'aime pas du tout l'idée de mal logement, d'abord parce que c'est pas défini, hein, donc j'aime bien les idées qui sont définies, moi, et ensuite, on n'est pas tous amenés à habiter Versailles. C'est comme ça. Donc les gens, en fonction... Ce que je veux dire, c'est que cette idée, pardon, ce que je veux dire, c'est que cette idée de mal logement, c'est ce qui a fait que, enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on a accepté la folie du DPE, ou la folie, vous savez, qui a retiré 10% des logements locatifs quand même, donc c'est 10% de logements locatifs en moins, parce qu'il fallait que les gens soient mieux logés. Il fallait plus qu'ils aient de mal logement. Mais j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ça veut dire que on a pensé qu'il valait mieux que les gens habitent sous les ponts plutôt que dans un mauvais logement. On a retiré aussi, avec cette notion de mal logement, toutes les chambres de bonne à Paris, par exemple. C'est-à-dire tout ce qui faisait moins de 9 mètres carrés. Le problème, c'est que est-ce qu'il vaut mieux habiter dans cette... Moi, je vous parle de temps en temps de la chambre de bonne dans laquelle j'ai habité quand j'étais jeune, quand j'étais oui, très jeune, mais voilà. C'est 7 mètres carrés, c'est au 6e étage, mais c'est en plein centre de Paris. Et est-ce qu'il vaut mieux habiter dans une chambre comme ça que sous les ponts? Moi, je peux vous dire que j'ai préféré habiter dans cette chambre où j'étais mal logé, puisque les toilettes étaient sur le palier. Hein, j'avais même pas de toilette dans ma chambre. Les toilettes étaient sur le palier, j'avais pas de douche, j'avais juste un lavabo. Donc, mal logé, entre guillemets, mais j'ai préféré être mal logé dans cette chambre que d'être sous les ponts. Et c'est pour ça que j'aime pas le terme de mal logé, c'est parce que à cause de ce genre de terme, on fait n'importe quoi, on retire toutes ces chambres du logement en France, ce qui fait qu'on a retiré énormément de chambres, notamment à Paris. Je ne sais pas dans les autres villes combien ça représente les chambres de bonne, mais à Paris c'est énorme. Donc, on a retiré toutes ces chambres. On a retiré, là, avec le DPE, 10% du marché locatif. Et si on va au bout de cette folie, on sera à presque 20 à 30% du marché locatif qui aura été retiré pour des questions de mal logement. Donc, j'aime pas du tout ce terme qui pousse l'homme politique à faire des couillonneries. Or, l'homme politique ayant déjà une pente naturelle à faire les pires couillonneries du monde, j'aimerais qu'on évite de lui créer des mots qui l'aident à faire à descendre cette pente qui déjà semble l'attirer. L'homme politique est un animal attiré par le vide. Donc si on pouvait éviter de le pousser en plus à le faire, ça serait pas mal. Et donc, il y aurait 330 000 sans domicile fixe. Là, au moins, c'est clair. Et là, voilà, c'est un terme que j'accepte. Ces statistiques ne laissent pas de place au doute. L'accès à un logement décent reste un défi majeur pour de nombreuses familles en France. Et c'est là que vient l'idée de l'Institut Sapiens. Erwan Tison, économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens, avance une proposition audacieuse, inspirée par une approche libérale pragmatique. Plutôt que de simplement ajuster les critères d'attribution de logements sociaux, il propose un changement radical, passer à un modèle de ménage social
en remplacement du logement social. C'est-à-dire que ça ne serait plus un logement social qui doit vous être attribué, ça serait vous, en fonction de vos conditions de ressources. On pourrait donner ça, par exemple, aux impôts, vous voyez, aux impôts, qui connaissent vos conditions. On pourrait dire aux impôts, bah voilà, les impôts décident que François Xavier est un ménage social. Parce que j'ai, je sais pas, 5, 6, 7 enfants. Peut-être 2 enfants. Enfin, vous voyez, parce que je gagne par part dans mon logement, dans mon ménage, on gagne moins de 1500 euros. J'en ai aucune idée, mais vous voyez. Donc, on décide que dans ce cas, mon ménage, ma famille, devient une famille sociale. Et à partir de là, il se passe que l'on va voir. Donc, c'est plus le logement qui est un logement social, c'est la famille qui est ou non une famille sociale. Cette transition consisterait à supprimer le concept de logement social tel que nous le connaissons pour allouer des aides directes aux ménages nécessiteux, les rendant ainsi plus mobiles et libres de choisir leur lieu de résidence. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir un... Ma famille, donc, est devenue une famille, un ménage social, et l'État, les impôts, vont m'attribuer une somme. Somme que généralement, que jusqu'ici, ils mettent dans le logement social. Mais ils ne le mettront pas dans le logement social, ils vont me l'attribuer à ma famille. Ils ne vont pas me le donner, hein, parce que sinon, on est prêt à toutes les... Hein, mais ils vont l'attribuer à ma famille. Voilà. En théorie, cette approche semble résoudre plusieurs problèmes d'un coup. En distribuant les subventions directement aux ménages plutôt qu'aux structures immobilières, elle permettrait une plus grande flexibilité géographique, évitant ainsi la concentration de population dans des quartiers défavorisés. Et ça me permettrait aussi à moi de pouvoir déménager plus facilement. Si ma famille est considérée comme un ménage social et que j'ai besoin de changer de ville pour trouver du boulot, un boulot qui me paye plus, je suis bloqué si je suis dans un logement social, puisqu'il est très difficile de trouver un autre logement social. Donc, si j'habite Paris dans un logement social, j'ai réussi à avoir une place dans l'HLM, mais je trouve un poste qui me rapporte beaucoup plus à Lyon, bah, j'ai pas forcément intérêt à accepter ce poste et à partir sur Lyon. J'ai intérêt à rester dans mon logement social, à m'agripper à mon logement social comme une moule à son rocher. Et du coup, c'est un vrai problème dans, dans la mobilité. Et surtout, ça m'enferme, ça risque de m'enfermer dans la pauvreté. Là, si l'argent, au lieu d'être attribué à un logement, elle est attribuée à mon ménage, ah, ça y est, je peux accepter ce poste sur Lyon. Donc, je ne suis plus enfermé dans ma mobilité. De plus, cela pourrait potentiellement régler le problème des trop-aisés qui occupent des logements sociaux, libérant ainsi ces derniers pour les ménages les plus nécessiteux. Et oui, parce que c'est ce que je vous disais dans une autre vidéo, on avait regardé ça ensemble. Mais maintenant, pour perdre votre logement social, pour qu'il ne vous soit pas plus attribué, il faut être dans les 10% les plus riches. Parce que les critères sont des critères délirants. Et du coup, il faut être dans les 10% les plus riches pour perdre son logement social. Donc, c'est pas du tout. Vous comprenez, hein? Si je déménage d'une ville à l'autre, je le perds, puisque je ne peux pas habiter Paris et aller travailler à Lyon. Donc, je le perds. Donc, c'est un problème, parce que ça ne me permet pas de m'élever socialement dans d'autres villes. Par contre, si je retrouve un autre boulot à Paris mieux payé, alors à ce moment-là, je vais pouvoir garder mon logement presque indéfiniment, parce qu'il va falloir que j'arrive dans les 10% les mieux payés pour perdre mon logement. Donc, je ne perdrai jamais. Mais du coup, je reste, encore une fois, j'occupe un logement que je ne devrais pas avoir. Par contre, si on permet aux impôts
de fixer le critère de François Xavier est un ménage social ou pas, en fonction de mes revenus par part. Si on attribue ça aux impôts, bah, à ce moment-là, si je dépasse un certain montant, c'est bon. Je ne reste pas dans mon logement social puisqu'il n'y a plus de logement social. C'est un ménage social. Bon, il faudrait probablement aussi revoir les critères parmi lesquels j'ai le droit d'être un ménage social. Mais vous voyez que c'est quand même plus de légèreté, plus de flexibilité. Toutefois, cette solution n'est pas sans défi. Alors, on va regarder les défis, mais vous voyez qu'on est déjà sur plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on attribue l'argent pas aux gens, hein, on ne va pas leur donner directement. C'est-à-dire que l'idée, ça serait, si je donne directement l'argent aux gens, ils risquent de le dépenser dans autre chose. Voilà. Donc, il ne faut pas. Ça serait catastrophique. Par contre, ce que je peux faire, c'est, en tant qu'État, je peux l'attribuer au propriétaire. C'est-à-dire que moi, François-Xavier, donc je suis un ménage social, je signe un bail à Paris, eh bien, mon propriétaire va toucher 200, 300, 500 euros, je ne sais pas, de la part de l'État, automatiquement. Pas moi, ça passe pas par moi, c'est directement l'État qui va lui verser. Je déménage à Lyon parce que j'ai trouvé un nouveau boulot à Lyon. Je suis toujours dans les critères du ménage social, mais le boulot me paye un petit peu plus, ou il est plus intéressant, ou peu importe. Je pars à Lyon. Eh bien, le nouveau propriétaire avec qui je signe le nouveau bail va toucher 100, 200, 300, 500 euros de l'État à partir du bail directement versé par les impôts. Pourquoi pas? C'est très pratique, les impôts. En plus, c'est le seul service de l'État qui marche bien. Donc, allons-y carrément. Et donc, vous voyez, ça permet une très grande mobilité et c'est beaucoup plus flexible. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que vous, au lieu d'attendre votre logement social, au lieu d'attendre qu'on vous en attribue un parce que c'est de l'immobilier, il faut le construire, eh bien, vous allez voir n'importe quel propriétaire et vous regardez avec lui. Vous pouvez prendre en charge, je ne sais pas, 1000 euros sur 1000 euros. Si vous êtes une famille avec plusieurs enfants, enfin, j'en ai aucune idée. Vous pouvez prendre en charge, allez, on va dire 500 euros sur le logement. L'État, lui, prend en charge 500 autres euros. Ça vous fait un loyer à 1000 euros. Vous trouvez n'importe quel appartement en France, n'importe quel appartement en France qui correspond à ce critère-là. Et vous pouvez, et automatiquement, vous avez votre logement social. Donc, c'est vrai que si on prend cette technique-là, en principe sur le papier, tout le monde peut trouver son logement social. Du jour au lendemain. C'est ça qui est pas mal. Vous verrez qu'il y a pour moi un inconvénient majeur. Mais le point hyper positif, c'est que demain matin, Macron signe ce document. Demain matin, tous ceux qui recherchent un logement social en trouvent un. Donc c'est pas mal. Ça va plus vite que de construire des immeubles, hein. Donc c'est vraiment un point, à mon avis, très positif. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques petites subtilités. Moi, il y en a un seul que je trouve pas bon. Toutefois, cette solution n'est pas sans ses défis. Le principal point d'interrogation réside dans sa capacité à stimuler la construction de nouveaux logements. Sans incitation financière pour les développements immobiliers, il est peu probable que l'offre de logements sociaux augmente de manière significative. Alors, je ne pense pas. C'est-à-dire que ça, encore une fois, il faut juste laisser le marché libre. C'est-à-dire que si vous laissez le marché libre, il s'adaptera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'en construit pas assez, c'est que le marché n'est pas du tout libre et il y a l'État en face. Si vous laissez totalement libre, vous avez des propriétaires. Si vous avez une demande qui est solvable, qui est donc solvabilisée parce qu'il y a les ménages sociaux, donc solvabilisés par l'État, à ce moment-là, vous avez des propriétaires qui vont se dire bah, c'est un bon deal, moi, que je loue 1000 euros à telle famille ou à telle autre, je m'en fous. J'ai loué 1000 euros. Je dirais même que la famille sociale, c'est pas mal, l'État en paye la moitié. Donc, c'est pas forcément mauvais pour moi. Donc, je vais construire, enfin, je vais acheter un appartement que je vais pouvoir mettre en location pour 1000 euros par mois. Et de ce côté, le promoteur va se dire, bah écoutez,
Regardez, il y a plein de nouveaux acheteurs d'appartements à 1 000 € par mois. Moi, je vais construire un immeuble dans lequel je vais mettre 10, 15, 20, je sais pas, appartements à 1 000 € par mois et puis je vais les vendre. Et donc la construction, elle va se faire. Je ne crois pas du tout que pour construire du logement pour construire un logement, il y ait besoin de l'intervention de l'État. Ce ne sera pas des logements sociaux tels qu'on les connaît, mais on s'en fout parce que ça n'a pas d'importance puisque ce n'est plus le logement qui est social, c'est la famille. Donc je trouve que c'est pas mal de... Je ne suis pas d'accord avec cet obstacle que l'on voit. De plus, il existe un risque inhérent à ce modèle. Et c'est ça, moi, que je trouve beaucoup plus embêtant. Celui de voir les propriétaires augmenter le loyer pour profiter de l'aide gouvernementale, réduisant ainsi l'impact réellement senti par les locataires. Et ça, c'est à mon avis le frein le plus important dans cette proposition. Vous savez, j'ai toujours dit que les APL ne servent à rien. Voilà. En économie, si vous regardez réellement les chiffres, vous apercevez que les APL ne servent à rien. Quand je donne 200 € d'APL aux étudiants, les loyers augmentent de 200 €. En fait, les APL, c'est les propriétaires qui se mettent l'argent dans la poche et derrière, c'est surtout les promoteurs immobiliers qui se mettent l'argent dans la poche. Les APL ne servent à rien. Si vous supprimez les APL, sur 1 ou 2 ans, ça va être compliqué. Mais il y a des études économiques très sérieuses qui montrent ça. Si vous supprimez les APL, pendant 1 ou 2 ans, ça va être compliqué parce qu'il va y avoir l'ajustement du marché. Mais au bout d'1 ou 2 ans, les loyers auront baissé du montant des APL. Donc pour les étudiants et pour les familles qui ont des APL, en fait, il y aura 2 ans très compliqués, mais après, le problème sera réglé. Donc, on aurait très probablement, à peu près la même chose pour les familles sociales, les ménages sociaux, puisque c'est le terme qu'utilise l'Institut Sapiens. On aurait très probablement la même chose pour les ménages sociaux. Et c'est pour ça que je redis et que je repense que ma solution est la meilleure. Un État qui se retire complètement du marché, mais complètement. C'est-à-dire que les normes, on laisse tomber. On laisse évidemment les normes qui font que le bâtiment reste debout et ne s'effondre pas. On est d'accord. Ça, il faut quand même éviter que les bâtiments s'effondrent. Donc, il y a des normes faites pour ça. Mais on arrête toutes les autres. Toutes les autres normes disparaissent. On arrête toutes les normes liées au zéro artificialisation des sols. Parce que zéro artificialisation des sols, ça réenchérit énormément le foncier, puisqu'il y en a beaucoup moins. Comme il y en a beaucoup moins, le foncier se réenchérit beaucoup, donc le coût de la construction augmente beaucoup. Si vous avez arrêté les normes écologiques débiles et le zéro artificialisation des sols, à ce moment-là, vous avez un coût de la construction qui va pouvoir redevenir normal. Donc les gens vont pouvoir acheter et les constructeurs vont être contents de construire, puisque actuellement, il y en a beaucoup qui sont en train soit de faire faillite, soit de faire des licenciements massifs, comme Next City, etc. J'en ai parlé dans une autre vidéo où il y a vraiment des licenciements massifs parce que ça construit plus, quoi. Donc déjà, vous réglez tranquillement ce problème, les constructeurs construiront et ça ira bien. Ensuite, vous retirez au maire le droit de délivrer des permis de construire. Un permis de construire est validé automatiquement, sauf s'il y a un danger majeur, type zone inondable. Si on n'est pas sur un danger majeur type zone inondable ou cratère d'un volcan, vous voyez, si on n'est pas là-dedans, le permis de construire est accepté automatiquement. Et là, vous allez voir que ça va construire partout parce qu'il y a une demande. Il y a une demande. Et si vous avez retiré les normes débiles, il y a une demande solvable. Et donc, on va se mettre à construire beaucoup plus en France. Si en plus vous avez retiré encore les normes écologiques débiles, je suis désolé, mais c'est un peu à cause de ça. Vous allez rajouter énormément de biens qui sont classés G ou G+ à la location. Ça représente 10% du marché. Donc vous rajoutez 10% du marché tout de suite.
Et si en plus vous retirez les normes débiles sur la taille des logements, j'ai pu en parler plusieurs fois sur Paris, une chambre, celle dans laquelle j'habitais à Paris, eh bien, vous avez un immeuble haussmannien, il y a 5 étages avec des appartements normaux, enfin une centaine de mètres carrés chacun, et puis en haut, vous avez les chambres de bonne. J'ai jamais compté, je ne sais pas si s'il y avait 5 chambres de bonne, 6, 7, 8, 9, 10, j'en ai aucune idée, j'ai oublié de les compter, mais vous rajoutez toutes ces chambres. C'est-à-dire que vous doublez sur un immeuble haussmannien, vous doublez le nombre de logements. Je ne sais pas comment c'est à Lyon parce que je n'ai pas habité Lyon, je n'ai pas habité Marseille, je n'ai pas habité Bordeaux, donc je ne peux pas dire. Mais sur Paris, vous augmentez le nombre de logements de manière gigantesque. Gigantesque. Immédiatement. Et donc, à mon avis, la solution, l'Institut Sapiens, ce qu'ils ont proposé, est une bonne idée, mais ça a, à mon avis, un frein majeur, c'est que ça va augmenter les loyers. Je pense que ça sera quasi automatique. Ça va augmenter les loyers fortement. Mon idée à moi n'augmente pas du tout les loyers, puisque on est sur l'idée que l'État se retire du jeu. Et que à partir de ce moment-là, l'offre va s'adapter à la demande. C'est l'idée Milei, c'est ce qu'il est en train de faire, notamment dans sa capitale en Argentine. Et aujourd'hui, au bout d'un mois et demi, le nombre de logements a augmenté de 170%. Un mois et demi. Donc, j'ai quelques tendances à penser que mon idée est vraiment la bonne. Et pour une fois, il y a quelqu'un qui a eu les coronesses de le faire quelque part dans le monde. Donc, on va pouvoir vérifier que cette théorie que je défends depuis très longtemps est vraiment la bonne. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous pensez de l'idée de l'Institut Sapiens. Est-ce que vous trouvez comme moi que c'est une idée intéressante, mais malheureusement, on va avoir cette augmentation des loyers? Est-ce que vous croyez que c'est une idée intéressante et que ça a de bonnes chances de fonctionner? Est-ce que vous croyez que c'est totalement ridicule, que ça risque uniquement d'engraisser les propriétaires et que ce qu'il faut, c'est construire plus de logements sociaux? Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.